Bienvenue à cette exploration culinaire. On a tous déjà passé des heures à scroller, à regarder des vidéos de recettes en ligne, n'est-ce pas? Ah oui, carrément. C'est hypnotique parfois. Exactement. Et c'est fascinant de voir toute la créativité qui s'y déploie. Alors aujourd'hui, justement, on se penche sur une collection assez hétéroclite de tutoriels vidéo. C'est un peu un festin virtuel, quoi. Hmm, Ça nous emmène du Maryland au Canada, en passant par la Chine, les fêtes foraines américaines. Il y a du classique revisité, mais aussi des fusions, disons, audacieuses. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. On va essayer d'extraire l'essence de chaque recette. C'est ça. Les origines, quand elles sont mentionnées, bien sûr, les ingrédients clés, les étapes importantes, les techniques, et puis surtout ce qui les rend spéciales ou intéressantes, quoi. Intéressant. Qu'est-ce que ça raconte? Et on commence fort avec un monument de la pâtisserie régionale américaine. Absolument. Le Smith Island Cake. Rien que le nom, ça sonne déjà, ça raconte une histoire, non? Oui, tout à fait. Alors imaginez un gâteau. Pas 3, pas 4, mais entre 8 et 10 couches. Des couches de génoise hyper fines. Et entre chaque couche, une fine couche aussi, mais de glaçage au fudge au chocolat. Ça a l'air incroyable. Et méticuleux surtout. C'est ça. La source insiste beaucoup là-dessus. C'est pas un gâteau qu'on fait en 10 minutes. L'histoire, d'après ce qu'on voit, ça remonterait aux années 1800. Ah oui, quand même. Oui, sur Smith Island. C'est une petite communauté d'îles, en fait, dans la baie de Chesapeake, très axée sur la pêche, notamment la récolte des huîtres. Et donc, le lien avec le gâteau? C'est là que ça devient intéressant. Apparemment, les femmes de l'île préparaient ce gâteau pour leurs maris qui partaient en mer, parfois pour plusieurs jours, pour la campagne de pêche. D'accord, pour leur donner quelque chose de consistant et qui se garde. Exactement. L'idée, c'était que ces nombreuses couches fines, bien imprégnées par le glaçage qui est assez riche, au chocolat, au beurre, eh bien ça permettait au gâteau de rester moelleux plus longtemps, même dans des conditions pas idéales. C'était une sorte de comfort food embarqué et pratique. C'est fou comme une contrainte pratique, la conservation, peut donner naissance à une forme aussi spécifique et reconnaissable. Parce que visuellement, 10 couches fines, ça doit être quelque chose de dingue. Ah oui, c'est spectaculaire. Et la source le dit bien, c'est un travail d'amour. Une vraie tradition transmise de mère en fille, de génération en génération. Chaque famille a sa petite touche, sa petite variation dans la recette du glaçage, peut-être l'épaisseur exacte des couches, mais le principe reste. Et les ingrédients de base, ils sont comment? Compliqués? Pas du tout justement. C'est ça qui est frappant. Farine, sucre, œufs, beurre, du lait, de la vanille pour la génoise. Pour le glaçage, c'est souvent du chocolat, du beurre, du lait évaporé, du sucre, des choses assez simples finalement. Donc la complexité, elle est vraiment dans la technique, dans la patience. Tout à fait. La réalisation demande une patience infinie. Il faut faire la pâte, qui est assez classique en soi, mais après il faut la diviser. Imagine, diviser la pâte en 8, 9, 10 portions égales. Oh là là. Puis étaler chaque portion à un disque très très fin, vraiment fin. Ensuite, les cuire un par un, dans des moules spécifiques, souvent des moules à tarte ou des poêles en fonte. Et la cuisson est rapide, juste quelques minutes par couche, jusqu'à ce qu'elle soit juste dorée. Et après, l'assemblage. L'assemblage méticuleux, couche par couche. Une couche de gâteau, une fine couche de glaçage encore tiède pour qu'il s'étale bien, puis une autre couche de gâteau, et ainsi de suite. Sans écraser, en restant droit. Et on finit en glaçant tout l'extérieur. C'est un travail d'orfèvre presque. Je comprends mieux le terme travail d'amour là. C'est pas juste une expression. Non, c'est vraiment ça. Et ce gâteau, il dépasse le cadre familial. C'est devenu un symbole fort pour l'île, pour son identité, sa résilience aussi, face à l'isolement, aux tempêtes parfois. C'est un lien social. À tel point qu'il a été reconnu officiellement, non? Exactement. En 1985, il a été désigné dessert officiel de l'État du Maryland. C'est quand même une sacrée reconnaissance pour une tradition née comme ça, des besoins du quotidien d'une petite communauté de pêcheurs. Ça montre l'importance culturelle que ça a pris. Oui, il incarne vraiment l'histoire, la culture, l'esprit de communauté de Smith Island. Les sources mentionnent même que, quand l'île traverse des moments difficiles, économiquement ou à cause de la météo, faire et partager ce gâteau, ça reste une constante. C'est un peu un doux rappel des jours meilleurs, comme ils disent. C'est beau. Et j'imagine qu'il y a des variations maintenant, où c'est toujours le même au chocolat. Alors, l'original au fudge chocolat reste l'emblème, le plus iconique. Mais oui, la tradition vit. On voit apparaître des variations.
Au citron, avec un glaçage au beurre de cacahuète, au red velvet, à la noix de coco. Ah oui, ça s'adapte. Ça montre que la tradition n'est pas figée. Elle évolue, elle s'adapte au goût actuel, tout en gardant cette structure multicouche si particulière. C'est une belle histoire de transmission qui fait de ce gâteau un vrai ambassadeur sucré de l'île. Super intéressant. Ça donne envie d'essayer, même si ça a l'air intimidant. Disons que ça demande une après-midi, mais ça vaut le coup, paraît-il. Bon, on change complètement de registre et de continent. On part en Chine avec un petit pain très connu, mais dans une version un peu différente. Oui, le mantou. Normalement, c'est ce petit pain blanc, tout doux, tout moelleux, qu'on cuit à la vapeur. Un classique de la cuisine chinoise. C'est ça. Mais là, la sauce vidéo qu'on a explorée, elle met surtout en avant sa version frite. Mhm. Le mantou frit, c'est aussi très populaire, hein, souvent servi comme snack ou dessert. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo ne propose pas juste une façon de le frire. Il y a plusieurs options. Ah oui? Raconte. Alors, il y a la version classique. On prend les mantous déjà cuits à la vapeur et hop, on les plonge dans l'huile chaude. Simple, efficace. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit bien doré et croustillant à l'extérieur, j'imagine. Exactement. Mais il y a aussi une alternative à l'air fryer, pour ceux qui veulent éviter le bain d'huile. Ah, la touche moderne. Ça marche bien, ça, l'air fryer, pour ça. Apparemment, ça donne un résultat assez proche niveau croustillant, mais avec beaucoup moins de matière grasse. La vidéo le présente comme une bonne option santé, entre guillemets. Intéressant. Et d'autres versions? Oui, il y a une présentation qu'ils appellent dorée et argentée. Là, on mélange sur l'assiette des mantous juste cuits à la vapeur, argentés, et des mantous frits, dorés. C'est joli et ça joue sur le contraste des textures. Malin. On a le moelleux et le croustillant en même temps. C'est ça. Et enfin, une dernière option, juste poêlé. On coupe le mantou en deux, on le fait dorer à la poêle avec un tout petit peu d'huile, moins croustillant que la friture, mais plus que la vapeur et plus rapide. Bon, alors la base, c'est toujours le mantou vapeur, qu'on transforme ensuite. Et la pâte du mantou elle-même, elle est comment? Très simple, d'après la source. Farine de blé, un peu de sucre, de la levure de boulanger, une touche d'huile végétale et de l'eau tiède. C'est tout. Une pâte à pain basique en somme. Oui. On pétrit, on laisse lever une première fois, ensuite on dégaze, on forme un long boudin et on découpe des tronçons réguliers. D'accord. On laisse ces tronçons lever une deuxième fois, et là on passe à la cuisson vapeur traditionnelle. C'est seulement après cette étape qu'on choisit sa finition. Friture, air fryer, poêle. Et le service, on mange ça comment une fois que c'est frit ou doré? Ah, le service classique, et ça la vidéo insiste dessus, c'est avec du lait concentré sucré. On trempe le mantou frit et chaud dedans. Ah oui, le fameux lait concentré sucré. Le contraste entre le pain chaud, croustillant et un peu salé, et la douceur très sucrée et onctueuse du lait concentré, c'est hyper réconfortant comme association. Exactement. Simple, mais périblement efficace. Et c'est intéressant de voir comment cette recette, ou plutôt ses variations, illustre bien l'adaptation. L'air fryer, c'est l'exemple parfait de l'outil moderne qui s'intègre dans une pratique culinaire. Tout à fait. Si on prend un peu de hauteur, cette diversité de méthodes de cuisson pour un même produit, friture classique, air fryer, poêle, ça reflète bien une tendance plus large, comment les recettes traditionnelles évoluent. Comment ça? Elles évoluent avec les technologies qu'on a dans nos cuisines, mais aussi avec nos habitudes, nos préoccupations diététiques peut-être. On cherche à retrouver des saveurs, des textures qu'on aime, mais en adaptant les techniques. Pour que ce soit plus facile, plus rapide, moins gras? Sans forcément renier la tradition, mais en la rendant compatible avec le mode de vie actuel. La version dorée et argentée, elle, joue plus sur l'esthétique et le jeu de texture, ce qui est aussi une forme d'évolution, de sophistication peut-être. C'est une belle démonstration de flexibilité en cuisine finalement. Complètement. On part d'une base simple et on explore différentes avenues. Allez, on reste dans le domaine du frit et du croustillant, mais on change encore de décor. On traverse l'océan Pacifique, puis les États-Unis, pour atterrir dans un lieu très particulier, la fête foraine américaine. Ah, la fête foraine, synonyme de gourmandise régressive et souvent très frite. Exactement. Et là, on parle d'un incontournable absolu, le funnel cake. Ah oui, le funnel cake. Rien que le nom est évocateur. Funnel, ça veut dire entonnoir en anglais. C'est ça. Et c'est la clé de la recette, enfin de la technique. Mais d'abord, la pâte. Est-ce que c'est compliqué? Alors là, pas du tout. C'est peut-être une des pâtes les plus simples qui existent. La vidéo montre bien. De la farine, un peu de sucre, de la poudre à lever type levure chimique, baking powder, une pincée de sel. Ça, c'est les ingrédients secs. D'accord. Et pour les liquides,
du lait, 1 ou 2 œufs et un peu d'extrait de vanille pour le parfum. On mélange le tout rapidement, juste assez pour combiner les ingrédients. Faut pas trop travailler la pâte. On cherche une consistance assez liquide, un peu comme une pâte à crêpes épaisse ou une pâte à gaufres. Ok, donc pâte super simple. Et ensuite, l'entonnoir entre en scène. Exactement. C'est là que ça devient amusant et un peu artistique même. On prend un entonnoir, on bouche le trou du bas avec le doigt, on verse une certaine quantité de pâte dedans. Oui. Puis, on se place au-dessus d'un bain d'huile bien chaude. La source mentionne autour de 190 degrés Celsius. C'est important pour que ça cuise vite et que ça ne soit pas trop gras. Et là, on enlève le doigt et on laisse la pâte couler dans l'huile en faisant des mouvements circulaires rapides. Ah, pour créer une sorte de gribouillis, de spirale de pâte. C'est exactement ça. Une sorte de galette spirale, un entrelac de pâtes frites. C'est assez spectaculaire à voir faire. Et chaque funnel cake est un peu unique dans sa forme. Et la cuisson, longue? Très rapide. Juste 2 ou 3 minutes de chaque côté. Le temps que ça prenne une belle couleur dorée et que ça devienne bien croustillant. Faut être vigilant, ça brûle vite. D'accord. On le sort, on l'égoutte un peu sur du papier absorbant. Et là, la touche finale, absolument indispensable selon la vidéo, une très généreuse pluie de sucre glace partout. C'est ça, le funnel cake classique dans sa plus pure expression. Simple, rapide, efficace et, j'imagine, délicieusement régressif. Le genre de truc qu'on mange brûlant avec les doigts à la sortie du stand. C'est tout à fait l'esprit. Plaisir immédiat, pas de chichi. Et la source mentionne aussi quelques variations très populaires qui restent dans la même simplicité. Ah oui? Comme quoi? Au lieu du sucre glace seul, on peut utiliser un mélange sucre en poudre et cannelle. Très classique aux États-Unis. Oui, le cinnamon sugar. Voilà. Ou alors, pour une version un peu plus automnale, on peut ajouter des épices à citrouille, le fameux pumpkin spice, directement dans la pâte avant de la cuire, et saupoudrer de sucre glace ensuite. Ça aussi, c'est très américain comme saveur. Complètement. Mais ça montre bien comment cette recette de base, ultra simple, devient une sorte de canevas. On peut facilement la personnaliser avec des épices, peut-être un zeste d'agrumes dans la pâte, ou même des garnitures plus élaborées après cuisson, comme des fruits frais, du coulis, de la chantilly, même si le classique reste le sucre glace. C'est le genre de plaisir simple et direct qui fait le succès de la street food de fête foraine, quoi. Facile à faire, facile à aimer. Parfaitement résumé. C'est l'essence même du funnel cake. Bon, après tout ce sucre et cette friture, on va peut-être passer au salé, non? Ah, une excellente idée. Et on reste dans le généreux, le réconfortant, avec un plat qui est devenu une icône, carrément. Direction le Canada, et plus précisément le Québec. La poutine. Évidemment. La base, on la connaît bien maintenant, même en dehors du Canada. Des frites. Et pas n'importe quelles frites. Idéalement, des frites maison. Coupées assez épaisses, bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. C'est important. D'accord. Ensuite, le fromage. Le fameux fromage en grains frais. Du cheddar en grains, idéalement du jour, qui fait squeak squeak sous la dent. C'est crucial qu'il soit frais pour qu'il ne fonde pas complètement, mais se ramollisse juste ce qu'il faut au contact de la sauce chaude. Et enfin, la troisième étoile de la Trinité, la sauce brune, la gravy. Oui, une sauce chaude, nappante, savoureuse. Traditionnellement, une sauce à base de bouillon de bœuf ou de poulet, épaissie, bien assaisonnée. Elle doit être assez chaude pour faire légèrement fondre le fromage et réchauffer les frites. Voilà pour la base classique. Frites, fromage en grains, sauce brune. Mais les sources vidéo qu'on a vues, elles ne s'arrêtent pas là, hein? Ah non, loin de là. C'est ça qui est passionnant. Elles explorent avec un enthousiasme débordant le potentiel de la poutine comme une sorte de plat plateforme. Une base neutre, mais délicieuse, sur laquelle on peut venir greffer une multitude de garnitures, de saveurs. C'est une tendance forte dans la comfort food moderne, ça, non? De prendre un classique et de le customiser à l'infini. Tout à fait. La poutine s'y prête particulièrement bien. Et les vidéos nous donnent des exemples très concrets et alléchants. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme variation? Accroche-toi, on a vu une poutine au porc effiloché, le fameux pulled pork. Donc sur la base classique, on ajoute une généreuse portion de porc cuit lentement, effiloché, souvent mélangée à une sauce barbecue un peu sucrée et fumée. Oula, costaud. Carrément. Autre option, la poutine façon poulet buffalo. Là, c'est du poulet frit ou rôti, enrobé de cette sauce buffalo typique, piquante et vinaigrée, à base de sauce type Frank's Red Hot et de beurre. Parfois avec un peu de fromage bleu émietté en plus. Ça doit être intense en saveur, ça, hein? Très.
Et pour ceux qui préfèrent éviter la viande, il y avait une option végétarienne intéressante. Ah oui? Oui, la sauce brune classique est remplacée par une sauce onctueuse aux champignons et on ajoute en plus des champignons sautés à l'ail et aux herbes, par exemple. Ça donne un côté très umami, très terreux. Pas mal, ça change. Et il y avait encore autre chose, non? Un truc un peu décalé? Ah oui, le clou du spectacle, si on peut dire, la poutine déjeuner. Une poutine pour le petit déjeuner? Exactement. Alors là, attention. Sur les frites et le fromage en grains, on ne met pas la sauce brune habituelle, mais une sauce crémeuse à la saucisse. Tu vois le genre sausage gravy qu'on trouve dans le sud des États-Unis avec les biscuits? Oui, oui, je vois très bien. Une sauce blanche, épaisse, avec des morceaux de saucisse. C'est ça, riche, poivré. Et pour couronner le tout, on ajoute un œuf au plat sur le dessus, avec le jaune coulant évidemment. Non mais, c'est c'est un plat complet pour la journée, là. C'est incroyable comme idée. C'est audacieux, c'est sûr, mais ça montre bien que les possibilités semblent vraiment sans limite. La poutine devient un canevas pour toutes sortes d'expérimentations culinaires. Et ce qui est vraiment bien dans ces sources vidéo, c'est qu'elles ne se contentent pas de lister les idées, elles vont plus loin. C'est-à-dire? Elles donnent les recettes détaillées pour faire chaque garniture spécifique, ce n'est pas juste ajouter du porc effiloché, non, non. Ah d'accord, elle montre comment le préparer. Oui, pour le porc effiloché, par exemple, la vidéo détaille la fabrication d'un mélange d'épices dry rub maison. Avec les ingrédients, paprika, ail en poudre, oignon en poudre, une touche de piment, cumin, sucre brun, tout ça. Ah oui, donc on apprend à faire le rub. Voilà. Et ensuite, les instructions pour masser la viande avec ce rub et la méthode de cuisson lente recommandée, au four ou à la mijoteuse, pendant des heures, pour que ce soit hyper tendre. Ça demande un certain investissement en temps, c'est pas juste ouvrir un paquet. C'est un point très important ça. Ça montre une volonté de qualité, de fait maison, même pour ces garnitures qui pourraient sembler fast-food. Plutôt que de donner des listes d'ingrédients à rallonge qui pourraient nous perdre, on retient l'essence de chaque préparation. Exactement. Pour le poulet buffalo, par exemple. La vidéo guide pour réaliser une sauce maison équilibrée. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre le piquant de la sauce pimentée type Frank's Red Hot, la richesse et l'onctuosité du beurre fondu, une petite touche de miel ou de sucre pour adoucir, et souvent de l'ail en poudre. C'est pas juste verser une bouteille de sauce toute prête. D'accord. Et pour la version végétarienne? La sauce aux champignons est décrite comme vraiment savoureuse, riche en umami grâce aux champignons bien revenus, peut-être avec un peu de vin blanc, de crème, de bouillon de légumes. On sent que c'est pensé pour être aussi gourmand que les versions avec viande. Et la fameuse poutine déjeuner, la sauce à la saucisse? Pareil, la vidéo montre comment la préparer à partir de saucisses de porc émiettées et bien dorées, puis on fait un roux avec la graisse rendue et de la farine, on ajoute du lait, on laisse épaissir, on poivre généreusement. C'est présenté comme quelque chose de riche, d'onctueux, de très comfort food. Ça met vraiment l'accent sur la qualité et la préparation maison de chaque élément. C'est pas juste un assemblage rapide. Tout à fait. Ça montre bien que pour réussir une poutine revisitée, une poutine garnie, il ne suffit pas de jeter des restes sur des frites. La qualité de la garniture, son équilibre avec la base frites, fromage, sauce, c'est primordial. Ces recettes donnent vraiment envie d'aller au-delà du classique et d'explorer. Ouais, mais ça soulève une question, non? L'équilibre, justement, comment on fait pour que la garniture, qui peut être très forte en goût, n'écrase pas complètement la base? Surtout la poutine déjeuner, là. C'est une excellente question. Ces vidéos semblent proposer des garnitures assez affirmées, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles transforment clairement la poutine d'un accompagnement ou d'un snack en un plat principal, très riche, très complexe. L'équilibre est peut-être moins dans la subtilité que dans l'abondance et l'intensité des saveurs assumées. C'est un parti pris. Un parti pris très gourmand. On peut dire ça, et ça nous amène parfaitement à notre prochaine escale, qui est aussi dans le registre du très gourmand, voire du décadent assumé. Ah oui, où est-ce qu'on va maintenant? On va à Washington, D.C., ou plus largement dans la région qu'on appelle DMV, D.C., Maryland, Virginia. Et prépare-toi pour une fusion pour le moins surprenante. J'aime les fusions surprenantes. Vas-y. Le DC Steak and Cheese Egg Roll. Steak et cheese. Egg roll? Comme un rouleau de printemps, mais au steak et au fromage? C'est exactement l'idée de base. On prend le concept du Philly cheesesteak, tu sais, ce sandwich mythique de Philadelphie, Oui. avec le pain long, le bœuf finement émincé, les oignons grillés et le fameux cheese whiz ou du provolone fondu. Voilà, on prend cette garniture emblématique et on l'enferme dans une feuille de pâte à egg roll qui est différente de la feuille de riz des rouleaux de printemps vietnamiens. C'est plus épais, fait à base de blé et d'œufs, comme pour les pâtés impériaux ou nems. Et ensuite, on frit le tout. D'accord.
C'est déjà une rencontre intéressante entre le sandwich américain pur jus et la technique de friture asiatique. Philly rencontre l'Asie, en gros. C'est ça, mais d'après la source vidéo qu'on a analysée, la version spécifique à DC, elle va encore plus loin que ça. Ah bon? Comment ça? La garniture de base est là. Du steak de bœuf, souvent du ribeye, finement tranché ou haché, bien assaisonné et saisi rapidement. Des oignons émincés et souvent des poivrons verts aussi, qu'on fait sauter avec la viande. Et un mélange de fromages qui fondent bien, typiquement de l'American cheese ou du provolone. Ok, jusque-là, c'est assez proche du Philly cheesesteak classique. Oui, mais attends. La version d'ici, d'après cette source, ajoute 2 éléments clés supplémentaires à l'intérieur du rouleau. Lesquels? Premièrement, des champignons émincés et sautés. Et deuxièmement, une généreuse dose de sauce au fromage additionnelle, type cheese sauce ou cheese whiz, mélangée à la garniture avant de rouler. Non, Une sauce au fromage en plus du fromage râpé ou en tranches. exactement. C'est là qu'on dépasse la simple fusion pour entrer dans ce que j'appelais l'amplification, voire l'exubérance. C'est plus juste un cheesesteak dans un rouleau, c'est une version intensifiée, presque baroque, de l'idée de base. Plus de fromage, plus de fondant. Waouh, ça doit être quelque chose à l'intérieur. Et le processus, la vidéo le montre bien. Oui, très clairement. D'abord, la cuisson rapide du steak émincé. Puis on ajoute les oignons, les poivrons, les champignons, on fait sauter tout ça. Ensuite, hors du feu ou à feu très doux, on incorpore les fromages tranchés ou râpés pour qu'ils commencent à fondre avec la chaleur résiduelle. Et c'est là qu'on ajoute cette fameuse sauce au fromage supplémentaire, on mélange bien le tout, Ça fait une farce très humide, très riche, j'imagine. très humide. Et ensuite vient l'étape délicate. Déposer une bonne quantité de cette farce sur une feuille de pâte à egg roll, puis rouler le tout, bien serré en rabattant les côtés pour que rien ne s'échappe à la friture. Faut un peu le coup de main. Et l'étape finale? Le bain d'huile. La friture, oui. Dans une huile bien chaude jusqu'à ce que l'enveloppe soit parfaitement dorée, boursouflée et ultra croustillante. Ça prend quelques minutes seulement. Le contraste de texture entre l'extérieur et l'intérieur doit être absolument dingue. C'est clairement ça l'argument principal mis en avant. Le croustillant brûlant de la pâte frite, et quand tu mords dedans, tu as ce cœur hyper fondant, moelleux, presque liquide par endroits avec la double dose de fromage, le goût salé et savoureux du steak, la petite douceur des légumes, les notes terreuses des champignons. C'est une bombe. Une bombe de saveurs, de texture et de calories, j'imagine. Ah, ça, c'est clairement pas un plat diététique. C'est présenté comme un pur plaisir coupable, un guilty pleasure totalement assumé. Le genre de truc qu'on mange après une soirée ou quand on a envie de quelque chose de très réconfortant et très riche. Et on mange ça comme ça ou avec une sauce? La source suggère fortement de le servir avec une autre spécialité de DC, la sauce Mambo. La sauce mambo, c'est quoi? C'est une sauce rouge-orangée, assez épaisse, qui est à la fois sucrée et un peu vinaigrée, tangy, comme on dit en anglais. C'est un condiment iconique à DC, souvent servi avec les wings ou les frites. L'idée, c'est que ça ajoute encore une autre couche de saveur, un contraste sucré-acide qui vient équilibrer un peu la richesse du rouleau. D'accord. Donc un plat déjà complexe, servi avec une sauce elle aussi assez typée. C'est vraiment un exemple fascinant de création culinaire régionale très spécifique, non? Tout à fait. C'est né du métissage des influences, le sandwich américain, la friture asiatique et probablement d'une certaine culture de la street food ou du carry-out très gourmande, très généreuse, typique de certaines villes américaines. C'est une invention qui a sa propre identité. Une identité qui ne laisse pas indifférent, c'est certain, hein. Ça donne presque envie d'essayer par pure curiosité, même si ça fait un peu peur. C'est le genre de plat qui intrigue, c'est sûr. Bon, pour terminer ce tour d'horizon très éclectique, on a trouvé une petite curiosité dans nos sources, un peu inattendue après tout ça. Ah oui, une dernière recette Deux en fait, mais très courtes et décrites comme étant cat-friendly, adaptées pour nos amis les chats. pour les chats. Ah oui, c'est original dans une série de tutoriels comme ça. Qu'est-ce que c'était? Alors, le contexte fourni dans la vidéo évoquait très brièvement les chats des rues d'Istanbul, qui sont très nombreux là-bas, et souvent nourris et choyés par les habitants. C'était un peu l'inspiration. D'accord. Et les recettes elles-mêmes? Très simple. La première, c'était une purée de saumon et patates douces. Il suffisait de cuire un filet de saumon au four, sans assaisonnement, et de faire bouillir une patate douce. Ensuite, on émiette le saumon, on écrase la patate douce, et on mélange les deux. Simple et sain a priori. Oui, et la deuxième, c'était du quinoa au poulet et épinards. On cuit du quinoa, on cuit du blanc de poulet qu'on effiloche ensuite, et on fait juste tomber quelques feuilles d'épinards frais à la poêle, sans matière grasse. On mélange le tout. Pareil, ça semble équilibré. Et il précisait des choses.
Oui, surtout de ne pas ajouter de sel ni d'épices pour le chat, bien sûr. Mais il mentionnait que les humains pourraient éventuellement partager la même base en ajoutant pour eux un peu d'assaisonnement, d'huile d'olive, etc. Et surtout, laisser bien refroidir avant de donner à l'animal. D'accord. C'est assez anecdotique dans notre exploration culinaire d'aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est intéressant comme clin d'œil. Oui, qu'est-ce que ça peut révéler à ton avis? Juste une fantaisie du créateur de contenu? Peut-être en partie, mais ça pourrait aussi être le reflet d'une tendance plus large qu'on observe, l'humanisation de l'alimentation animale. C'est-à-dire? L'intérêt croissant pour les repas faits maison, ou en tout cas perçus comme plus sains, plus naturels, de qualité human grade, qualité alimentaire humaine, pour les animaux de compagnie. On voit ça avec les chiens aussi. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans la gamelle de leur animal. Oui, c'est vrai. On veut leur donner le meilleur? Voilà. Ou alors, ça peut être tout simplement une expression de l'affection qu'on porte à ces animaux, qu'ils soient domestiques ou même errants, comme dans l'exemple d'Istanbul. Leur préparer quelque chose de spécial, c'est une façon de leur montrer qu'on tient à eux. Gardons ça comme une petite note de fin un peu insolite et touchante. Tout à fait. Bah dis donc, quel voyage culinaire on a fait, hein. C'était intense. Ah oui, on a couvert du terrain. On est parti du gâteau historique à 10 étages du Maryland, véritable symbole d'une communauté insulaire, Mhm. pour aller au petit pain chinois frit, adapté aux air fryers modernes, avec leur lait concentré. Le Mantoue, oui. Ensuite, le plaisir simple et régressif du funnel cake des fêtes foraines. Croustillant et sucré à ce souhait. Puis, on a exploré les variations quasi infinies de la poutine canadienne, du porc effiloché au déjeuner complet, La poutine comme plateforme créative. pour finir avec cette fusion audacieuse, voire explosive, de l'egg roll au steak et fromage version d'ici. Le fameux DC Steak and Cheese Egg Roll, une sacrée invention. Sans oublier ce petit clin d'œil final pour nos amis félins. Franchement, c'était riche et varié. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Qu'est-ce que ça nous dit? Plusieurs choses me semblent ressortir de cette exploration. D'abord, la manière dont ces plateformes vidéo, comme YouTube ou d'autres, arrivent à capturer et à transmettre des choses très différentes. Oui, D'un côté, on a des traditions profondément ancrées, presque patrimoniales, comme le Smith Island Cake, avec toute son histoire, son contexte. Et de l'autre, des innovations très contemporaines, très food fusion, comme les poutines revisitées ou l'egg roll de DC, qui sont peut-être nées il y a quelques années à peine. c'est vrai, il y a une coexistence fascinante de l'ancien et du nouveau, du très local et du très globalisé parfois. Exactement. Et ensuite, on voit très clairement comment les recettes vivent, comment elles s'adaptent. Elles s'adaptent aux outils qu'on a maintenant dans nos cuisines. L'air fryer, pour le Mantoue, c'est un bon exemple. Oui, Elles s'adaptent aux goûts qui changent, aux envies de nouveautés. Les variations du funnel cake, de la poutine le montrent bien. Et elles s'adaptent aussi aux rencontres culturelles, aux influences croisées. L'egg roll steak and cheese, c'est l'exemple parfait de ça. on sent une vraie vitalité là-dedans en fait. Ce n'est pas figé, c'est un mélange constant de respect pour les bases, pour ce qui existe, et d'envie d'expérimenter, d'aller plus loin, de créer du neuf. Tout à fait. Il y a une énergie créative palpable. Et au-delà des recettes elles-mêmes, il y a aussi l'acte de partager tout ça en ligne. Ces tutoriels, qui montrent des choses très simples, comme le funnel cake, ou très complexes, comme le Smith Island Cake, Oui, ils rendent la cuisine accessible. Ils démystifient peut-être certaines techniques qui pourraient faire peur. Et surtout, ils nourrissent la curiosité. Ils donnent envie aux gens de mettre la main à la pâte, d'essayer chez eux. c'est vrai, ça donne des idées, ça inspire. C'est une forme moderne de transmission des savoir-faire et aussi une célébration du plaisir simple de cuisiner, de manger, de partager et de découvrir de nouvelles saveurs. C'est assez positif finalement. C'est une très belle synthèse. Alors, pour laisser nos auditeurs, enfin, pour laisser chacun réfléchir un peu après tout ça, en faisant écho à cette créativité, à ces fusions dont on a parlé, Oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle recette traditionnelle de notre propre environnement, de notre région, de notre famille peut-être, pourrait être la base d'une variation inattendue? Qu'est-ce qu'on pourrait pimper, comme on dit? bonne question. Ou alors, quelle association de saveurs, d'ingrédients, qui nous semble aujourd'hui complètement improbable, un peu folle, pourrait en fait devenir le nouveau classique de demain? Qui aurait parié sur un egg roll au cheesesteak il y a 20 ans? C'est vrai, l'histoire de la cuisine est pleine de surprises. Exactement. La cuisine, c'est un terrain de jeu infini. Alors, à nous d'explorer, d'inventer, ou juste de refaire un bon vieux Smith Island Cake, hein. Pourquoi pas? Ce serait déjà un beau défi.